Adeptes de la grande toile, bonjour. À l'occasion de la sortie de Tomorrowland et de l'annonce officielle des Indestructibles numéro 2, nous allons nous intéresser au tout premier film du réalisateur Brad Bird. J'ai nommé le cultissime Géant de Fer. Le Géant de Fer est un premier film un peu particulier. Lorsque le film sort en 1999, Brad Bird est loin d'être un petit jeune qui débute. Il a déjà 42 ans et une longue carrière derrière lui. Mais il reste complètement inconnu du grand public. Ce n'est pourtant pas faute d'un talent précoce. À 14 ans à peine, le jeune Brad Bird rencontre Milt Kahl. Rien de moins qu'un des mythiques Nine Old Men, ce noyau dur de l'âge d'or des films Disney. Brad Bird va donc apprendre les bases de l'animation avec le dessinateur de, excusez du peu, Pinocchio, Bambi, Alice ou Peter Pan. On peut difficilement imaginer un meilleur départ. Quand il finit ses études au prestigieux California Institute of the Arts en 1979, Brad Bird n'attend qu'une chose, pouvoir révéler au monde l'étendue de son talent. Malheureusement pour lui, il lui faudra attendre plus de 20 ans pour avoir l'occasion de réaliser son premier film. 20 ans durant lesquels Brad Bird se fait un nom au sein de l'industrie hollywoodienne. Il contribue à développer les premières saisons des Simpsons, il travaille sur le script du très sympathique Miracle sur la 8ème rue, il fait de l'animation pour des séries comme Les Razmoquettes, Profession Critique ou encore Les Rois du Texas du génial Mike Judge. Beaucoup d'animateurs à Hollywood rêveraient d'une carrière aussi remplie. You see, my friends, as much as I value my time spent dabbling in cartoons, I've moved on to bigger and, let's face it, better things. I am, of course, talking about live action. If I'm honest with myself, it's where I've always secretly wanted to be, and truth be told, I'm a lot happier for it. Hey, Tom, you push in on Cartoon Boy, motherfucker, do what he says, it's Tom f***ing Cruise. Thank you, and please help me. What did he say? What did he say? What did you say? What did you say? Mais pour Brad Bird, ce n'est pas suffisant, surtout par rapport à ses anciens collègues du California Institute of the Arts, Tim Burton et John Lasseter. Pendant que le premier devenait un réalisateur star et que le second révolutionnait le secteur de l'animation avec Pixar, Brad Bird devait se contenter de travailler sur les projets des autres. Pire encore, quand il crée le dessin animé Family Dog, c'est à Tim Burton que les producteurs confient la charge de développer le concept pour en faire une série. Pour vous donner une idée de la frustration que Brad Bird a dû ressentir, il suffit de savoir que c'est Brad Bird lui-même qui a développé le personnage de Tighty Bob, dont le nom anglais, Sideshow Bob, signifie littéralement Bob le second couteau. Vous aurez compris que ce personnage extrêmement éduqué et intelligent qui se retrouve à travailler pour un clown abruti, c'est Brad Bird lui-même. Alors quand Warner lui confie l'adaptation du roman homonyme de Ted Hughes, Brad Bird voit enfin l'occasion de montrer ce qu'il vaut. Situé dans l'Amérique de 1957, le Géant de Fer raconte l'histoire d'un jeune garçon, Hogarth, qui va se lier d'amitié avec un robot géant d'origine extraterrestre. Envoyé sur Terre pour anéantir toute vie humaine, le robot a été rendu inoffensif par un choc à la tête et possède la personnalité d'un jeune enfant. Hogarth va alors lui apprendre à discerner le bien du mal et à utiliser ses pouvoirs destructeurs à bon escient. Une tâche d'autant plus ardue qu'en pleine paranoïa anticommuniste, le gouvernement voit le robot comme une menace au risque de réactiver son pouvoir exterminateur. À partir de cette histoire relativement simple, Brad Bird va composer un film pour le moins personnel où se mélangent des influences très diverses. La plus évidente se retrouve dans la passion d'Hogarth pour les films de science-fiction et les super-héros. Non seulement le film fait ouvertement référence au personnage de Superman, mais en plus, Brad Bird emprunte son climax à la saga Kingdom Come. À cela, Brad Bird rajoute des influences un peu plus surprenantes pour un film d'animation, puisque le film s'inspire également des classiques du cinéma américain des années 50. Par exemple, Annie, la mère d'Hogarth, est une jeune veuve qui doit travailler et élever son fils seul, c'est-à-dire un personnage qui aurait eu toute sa place dans les mélodrames sociaux de Douglas Sirk, comme Tout ce que le ciel permet ou Mirage de la vie. De son côté, le personnage de Dean est un poète beatnik dont le nom renvoie directement à celui de Dean Moriarty, protagoniste principal du célèbre Sur la route de Jack Kerouac. Mais ce personnage de marginal évoque également celui de Marlon Brando dans L'équipé sauvage ou de James Dean dans La fureur de vivre. Enfin, la troisième influence majeure du Géant de Fer est à chercher du côté du manga et de l'animation japonaise, et en particulier de l'œuvre d'Hayao Miyazaki. En termes de graphisme d'abord, puisque le design du géant, avec son torse massif et disproportionné par rapport à ses bras et à ses jambes, rappelle celui des robots du château dans le ciel ou celui du dieu destructeur de Nausicaa.
En termes scénaristiques ensuite, car l'influence du château dans le ciel se retrouve dans l'amour du robot pour la nature et les animaux, ainsi que dans l'implication de militaires cherchant à s'emparer du potentiel destructeur du géant. De Nausicaa, Brad Bird récupère aussi une bonne partie de l'identité du robot, puisque la personnalité enfantine de ce dernier est calquée sur celle du dieu destructeur, non pas du film, mais du manga Nausicaa. Sans compter que la relation entre Hogarth et le géant ressemble fortement à celle entre Nausicaa et le dieu destructeur. Avec des références aussi diverses, le géant de fer aurait pu être un mélange absurde d'influences mal digérées. Bah oui, comme cette horreur là. Mais ce qui donne sa cohérence au film, c'est qu'il s'agit d'une œuvre extrêmement personnelle et que chacun des trois aspects que j'ai évoqués représente une facette de la personnalité de Brad Bird lui-même. Ou du moins, de la personnalité qu'il voudrait afficher. En effet, si Brad Bird était connu dans l'industrie comme un des héritiers de l'animation Disney, le géant de fer va lui permettre de montrer qu'il ne se limite pas à cela. Le personnage de Hogarth le montre comme un geek passionné de science-fiction et de super-héros. Annie et Dean montrent qu'il connaît ses classiques, et surtout qu'il s'identifie lui-même à ces personnages de marginaux rejetés par les normes de la société américaine des années 50. Sans doute y voit-il un reflet de sa propre condition au sein du système hollywoodien. Enfin, les références à Miyazaki montrent que sa culture de l'animation dépasse les frontières de l'industrie américaine. Si toutes ces influences s'articulent aussi élégamment dans le film, c'est que Brad Bird n'a eu qu'à traduire avec un talent certain la façon dont elles s'articulent dans sa propre psyché. D'ailleurs, à la sortie du film, la critique américaine ne s'y trompera pas et réservera un accueil très favorable au film. Malheureusement, la fermeture de la branche animation des studios Warner sabordera la promotion du film, et le public ratera cette première rencontre avec le réalisateur. Ce n'est qu'avec les années que se développera un véritable culte autour du géant de fer. Quant à Brad Bird, il devra attendre 5 ans et le succès des Indestructibles pour enfin savourer la reconnaissance du public. Resté longtemps le secret des fans d'animation qui y voient le dernier grand chef-d'œuvre de l'animation 2D américaine, il semblerait que le géant de fer rejoigne peu à peu les rangs de classiques de la fin du XXe siècle, et des rumeurs évoquent maintenant la sortie prochaine d'une édition Blu-ray. On espère qu'elle sera à la hauteur des immenses qualités du film, et qu'elle lui permettra de retrouver la place qu'il mérite, bien en évidence dans toutes les vidéothèques dignes de ce nom. Time to duck and cover, the bombs are coming down. A radiation shower will pour throughout your town. Hands over your head, keep low to the ground. Time to duck and cover, the bombs are coming down.